Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, direction la Suisse, reportage, le dépit des travailleurs frontaliers français après la votation suisse sur l'immigration. Nous suivrons Pascal Riat, elle est française. Chaque jour, elle prend le bus pour traverser la frontière. Elle travaille près de Genève. Après le référendum qui veut instaurer des quotas pour les travailleurs étrangers, elle est inquiète. Il y a aussi Bruxelles qui hausse le ton. Les conséquences de cette votation, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais avant, un tout autre sujet. Qui sera le nouveau président de la Commission européenne? Nouveauté cette fois, il sera forcément issu du parti qui aura gagné les élections européennes qui auront lieu en France, vous le savez, le 25 mai prochain. Allez, état des lieux des candidats en lice avant de retrouver l'un d'eux, Guy Verhofstadt, c'est le chef de file des libéraux. Et vous allez le voir, il n'a pas la langue dans sa poche. Il est à la tête de la Commission depuis 10 ans et son poste fait l'objet de toutes les convoitises. Le 1er novembre prochain, José Manuel Barroso cédera sa place après 2 mandats en tant que chef de l'exécutif européen. À gauche, le Parti socialiste européen a déjà tranché. Si cette formation arrive en tête des élections en mai prochain, ce sera l'Allemand Martin Schulz, actuel président du Parlement européen, qui prendra la tête de la Commission. Chez les Verts, le Français José Bové et l'Allemande Ska Keller mèneront en duo la campagne. Le Grec Alexis Tsipras a été choisi pour représenter la gauche radicale. À droite, au Parti populaire européen, la bataille sera rude entre le commissaire européen Michel Barnier, l'ex-premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker ou l'ancien premier ministre letton Valdis Dombrovskis. Au centre, c'est le Belge Guy Verhofstadt qui représentera les libéraux. C'est un fédéraliste convaincu, il prône la création des États-Unis d'Europe. Premier ministre de Belgique pendant 9 ans, Guy Verhofstadt, qui parle français, anglais, allemand, néerlandais et italien, va donc pouvoir défendre la cause fédéraliste, son principal combat désormais. Une très bonne nouvelle pour le débat des européennes. Le chef de file centriste est très clivant et n'hésite pas à dire que l'Europe actuelle fonctionne mal. Cela promet de bons clashs, face notamment à Martin Schulz, qui n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Bien sûr, il y a peu de chances que les centristes l'emportent aux élections européennes, tant la droite et la gauche dominent en Europe. Pas la moindre chance de devenir président de la Commission européenne, Guy Verhofstadt? Pourquoi y va-t-il alors? Pour se positionner pour après, constituer un grand groupe politique qui soit le 3e groupe du Parlement européen, un groupe absolument incontournable qui lui permettrait ainsi de devenir le prochain président du Parlement européen? Affaire à suivre. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau par Guy Verhofstadt. Bonjour. Bonjour. Ancien Premier ministre de Belgique, de 1999 à 2008, eurodéputé, candidat des libéraux à la présidence de la Commission européenne. Alors, on va voir le petit sujet. Première question, toute simple, vous y allez dans cette bataille à la présidence de la Commission européenne pour gagner ou c'est un jeu de billard, comme certains analystes le disent, un jeu de billard à 3 bandes, et vous viseriez autre chose, la présidence du Parlement européen? Pour gagner, parce que, en fait, la procédure est tout à fait nouveau. La procédure qui est prévue dans les traités dit que le président à la Commission doit avoir derrière lui une majorité de députés. Or, on sait déjà que ni le PPE, ni les socialistes peuvent avoir une majorité dans ce Parlement. Donc, on aura besoin d'une 3e groupe, c'est-à-dire des libéraux et des démocrates. Et les plus forts, nous sommes, dans cette élection, le plus de chances qu'on a dans les négociations pour obtenir ce poste de président de la Commission. Il est admis que quand même le prochain président de la Commission européenne, il sera issu du parti qui aura gagné les élections européennes en mai prochain. Oui, mais on peut gagner les élections. Oui, mais on peut gagner les élections même en ne pas étant le premier parti. Et je suis persuadé que le programme qu'on va présenter va séduire certainement une grande partie des citoyens en Europe, puisqu'on va se positionner comme vraiment l'alternative pour tous les mouvements populistes, nationalistes, eurosceptiques qu'on voit naître à gauche et à droite en Europe. Justement parce que nous disons aux citoyens que c'est un mensonge de dire qu'on va résoudre les problèmes en Europe en se retranchant derrière les frontières nationales. En 2009, la participation aux élections européennes, c'était 43%. 43% seulement. Vous avez dit dans votre discours qu'il fallait mener une immense bataille. Alors c'est quoi votre plan d'attaque pour mener cette bataille? Le plan d'attaque, c'est que partout en Europe, par exemple en France, avec la liste alternative, mais aussi
aussi en Italie, où il va y avoir une autre liste. Dans tous les pays, en fait, Pologne, Tchéquie, la Grèce aussi, on va présenter des nouveaux listes. Ce sont des listes qui sont centristes, réformistes, qui au même moment vont présenter un projet pour l'avenir de l'Union européenne. Et ce sera un projet avec plus d'intégration, parce qu'on a besoin de ça. On ne peut pas avoir la monnaie unique d'une part, et puis ne pas avoir une union économique, fiscale et politique. Et c'est ça que la crise a vraiment démontré. Et la deuxième chose qu'on va dire, c'est que ce n'est pas les chefs d'État et de gouvernement qui peuvent gouverner l'Union européenne. Ça a mal tourné les dernières années. Ce qu'il faut, c'est vraiment un système communautaire démocratisé, avec un gouvernement européen contrôlé par un Parlement européen qui doit faire le travail. Vous en parliez de nombreux Européens. En ce moment, on le sent, on peur, on sent un repli national. En France, un récent sondage a dit que les Français voulaient plus de pouvoir pour les États nationaux, moins au détriment de l'Europe. Il faut les convaincre de l'inverse. On a l'impression que ce sont les eurosceptiques, les europhobes qui vont gagner, qui vont être les champions de ces élections. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'hommes politiques qui aujourd'hui prônent cette thèse pro-européenne. Vous voulez cliver, Et donc, il faut dire aux Français que c'est un mensonge de penser qu'on peut résoudre, par exemple, le changement climatique. Comment on peut le résoudre à l'intérieur seul des frontières françaises? C'est impossible. C'est quelque chose de transnational. Ou par exemple... Comment vous voulez les convaincre alors? La migration qui vient du nord d'Afrique, comment on veut résoudre ça? Au niveau national? Non, c'est au niveau continental, au niveau européen qu'il faut le faire. Ou par exemple, dernier exemple, les produits toxiques financiers qui viennent de l'autre côté de l'océan Atlantique. Comment on va se protéger contre l'importation de ces produits? Tout seul, c'est impossible. Donc il faut, je dirais, réinventer la souveraineté, mais au niveau européen. D'accord. Vous n'êtes pas le seul candidat. Il y aura un candidat du PPE, des conservateurs. Il sera désigné le mois prochain. Il y a aussi le candidat socialiste, Martin Schulz. Il est venu en banlieue parisienne essayer de convaincre les jeunes de son projet européen. Et il a son argument. Je vous propose de l'écouter et vous réagissez juste après. Toutes les initiatives législatives à Bruxelles sont des initiatives de la Commission européenne. Nous, comme Parlement européen, on nous a privés du droit de prendre des initiatives législatives. Personne ne peut priver Claude Barthelone et ses collègues à l'Assemblée nationale de prendre des initiatives pour des lois en France. Normalement, un député est élu pour cela. Nous, on a nous privé de ce droit. Nous luttons pour cela depuis des années. Mais maintenant, c'est le Parlement qui vote le président de la Commission. Ça veut dire qu'il vote le président de l'institution qui a le droit d'initier des lois. C'est-à-dire qu'il y a un autre lien maintenant entre le Parlement européen et ceux qui ont le droit d'initiative. Et ça rend à cette élection européenne, le 25 mai, une importance énorme parce que les électeurs, pour la première fois, votent des députés qui, eux, ensuite votent un président de la Commission. Voilà Martin Schulz qui s'insurge que les députés européens n'aient pas l'initiative pour l'élaboration des textes, c'est la Commission. Est-ce que c'est pas ça qui casse un peu le lien, l'Europe politique, le lien entre les électeurs et leurs institutions européennes? Oui, mais le problème les dernières années a surtout été le fait que la Commission européenne n'a pas utilisé son droit d'initiative pour justement présenter des projets, des alternatives et des solutions à la crise. Et j'en ai eu des bagarres avec le président actuel, M. Barroso. Chaque fois, j'ai dit, pourquoi vous avez un bon plan, justement, pour créer, par exemple, la gouvernance économique dans la zone euro, dont on a besoin le plus vite possible, mais il faut le mettre sur la table du Conseil et du Parlement sous forme d'un paquet législatif. C'est quoi qui bloque? C'est les États, le Conseil, la France, l'Allemagne? C'est surtout une manque de courage du côté du président de la Commission. Ce qu'il fait, c'est d'abord attendre le feu vert de Berlin et de Paris avant de déposer quelque chose. Ça ne va pas. Dans la crise actuelle, c'est la Commission, comme un gouvernement européen, qui doit prendre ses responsabilités. Et deuxièmement, il faut aussi donner ses droits d'initiative dans les années à venir au Parlement européen. L'Europe fédérale dont vous rêvez, est-ce que c'est pas un vœu pieux? Est-ce que c'est pas un rêve d'adolescent? Oui, je sais bien que le mot fédéralisme, ça veut rien dire en France, ou ça a même une connotation négative. En tout cas, pour moi, l'État
une Europe fédérale, ce n'est pas la création d'un super-État bureaucratique. Pour moi, une intégration européenne doit servir à faire au niveau européen des choses où on peut créer un plus-value pour les citoyens. Les choses qui peuvent être mieux faites au niveau national, au niveau local, il faut les faire au niveau local, au niveau national. Mais des choses, par exemple, les dépenses militaires, là, ce serait beaucoup mieux de se coopérer, de coordonner, d'avoir, pourquoi pas, une armée européenne. Ce serait en tout cas moins coûteux et beaucoup plus efficace. Les libéraux, c'est la troisième force au Parlement européen. Donc, si vous n'avez pas la majorité des voix aux élections, vous allez vous allier avec qui? Les conservateurs du PPE ou avec les socialistes? Non, avec ceux qui veulent Parce qu'on sait qu'au niveau économique, vous êtes plutôt PPE, mais au niveau sociétal, vous êtes plus socialiste. C'est vrai qu'on est au milieu et au centre, donc c'est nous qui faisons ici dans ce Parlement les majorités, ou bien à gauche ou bien à droite. Par exemple, il faudra choisir. Pour renforcer le pacte de stabilité, on a fait ça avec le PPE, mais de l'autre côté, pour combattre Orban, la dérive qu'on a vue en Hongrie, on a fait une alliance avec les socialistes. Et moi, je veux continuer comme ça. Je veux travailler avec ces forces qui sont prêtes à soutenir bon programme. C'est pour cette raison que je dis aux électeurs, c'est important de voter pour les libéraux, puisque les libéraux sont le centre vraiment de la prise de décision au sein du Parlement européen. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir accepté, Guy Verhofstadt, notre invitation. Et maintenant, place au reportage. Après le référendum du 9 février dernier qui réintroduit les quotas d'immigration en Suisse, le dépit des frontaliers français. Nous avons suivi Pascale Riat. Elle est française, elle travaille en Suisse, elle fait le trajet tous les jours. Et elle s'inquiète après cette votation suisse. Le reportage de Charles Villanove. La Roche-sur-Foron, une petite ville à la frontière franco-suisse. À l'heure où certains dorment encore, Pascale se rend au travail. Si elle se lève aussitôt, c'est pour traverser la frontière. Tous les matins, ils sont des dizaines de transfrontaliers à prendre le bus. Destination Genève, un trajet de 45 minutes. Ça représente une façon de vivre depuis 22 ans bientôt. Donc cette route, je la connais par cœur. Au moment de passer la douane, petit pincement au cœur. Je me sens presque autant suissesse que française. C'est une qualité de vie que j'aime beaucoup. Si Pascale est anxieuse, c'est à cause de la votation anti-immigration des Suisses le 9 février dernier. En tant que transfrontalière française, elle est directement concernée. Salut. Sa première inquiétude, le salaire. Les différences entre la France et la Suisse sont considérables. C'est du simple au double, tout simplement. Les salaires sont quasiment doublés. Il y a beaucoup de salaires très bas en France, notamment au niveau secrétariat, ça c'est sûr. Donc de ce côté-là, oui, ça serait vraiment une grosse perte. Principale mesure de cette votation, la mise en place de quotas. Une véritable barrière à l'emploi pour Pascale, malgré son expérience professionnelle. Si je devais changer d'emploi, refaire par exemple une demande de permis à un moment donné, ça veut dire repasser vraisemblablement à la case départ comme il y a quelques années et attendre la réponse pour pouvoir retrouver un travail en fonction des quotas. Dans cette entreprise, on compte près de 20 transfrontaliers pour 140 employés. Suisses et étrangers partagent les mêmes bureaux, la plupart se connaissent et ont du mal à comprendre le résultat de cette votation. Dans le fond, qu'est-ce qui les différencie de nous qui habitons à 20 km de chez eux, sauf qu'il y a juste une ligne entre les deux, et puis ça fait France et Suisse. Ils travaillent comme nous, même parfois ils apportent plus. Plus, voilà. Ou certains Suisses. On leur prélève leur impôt à la source, enfin il n'y a rien. Je vois pas pourquoi en fait ils n'auraient plus le droit de venir travailler en Suisse. Philippe Jorg est l'un des dirigeants de Bernet Associés. L'homme d'affaires voit dans cette votation un danger pour les entreprises suisses. Ce que je ressens au sein des associés, c'est une plus grande inquiétude parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi pour des sociétés qui viennent s'implanter en Suisse. Alors qu'elles soient françaises, américaines, italiennes, c'est égal.
Mais beaucoup d'entreprises venaient s'implanter en Suisse et amenaient des collaborateurs. Donc pour ces entreprises-là, on devait demander des permis de travail et là, il y aura peut-être une baisse en fait dans nos volumes d'activité. Ce projet anti-immigration inquiète les acteurs économiques de la Suisse. En cause, la main-d'œuvre étrangère, véritable poumon de plusieurs secteurs d'activité comme le commerce, l'industrie ou encore l'agriculture. Dans le pays, il y aurait plus de 150 000 frontaliers français, 60 000 Italiens et autant d'Allemands. Jean-François Besson représente et défend ces travailleurs. Ils vont tout faire pour que la loi soit la moins pénalisante possible pour leur économie. Donc si on a une économie qui continue à se développer, si les entreprises suisses ont besoin de main-d'œuvre étrangère, on peut penser que la loi permettra d'avoir des notions de quotas ou de contingents qui seront suffisamment larges pour permettre de répondre à la demande de l'économie. Plus largement, cette votation pourrait aussi remettre en cause les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Le texte adopté ne précise ni l'organisation des contingents, ni quelles en seront les limites. Le gouvernement suisse a 3 ans pour présenter un projet de loi. Pour le moment, son application reste très vague. Voilà, c'était un reportage de Charles Villeneuve. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Catherine Trottmann. Bonjour, ancien ministre de la Culture, bonjour. Ancien maire de Strasbourg. Vous êtes eurodéputé socialiste. À vos côtés, ou plutôt en face de vous, Bruno Gollnisch. Vous êtes eurodéputé, longtemps numéro 2 du Front National en France. Alors vous avez vu le reportage de Charles Villeneuve. Ce référendum en Suisse, c'est quoi? C'est Guillaume Tell qui se trompe de cible, un coup de massue, un repli sur soi? Ou c'est plutôt l'affirmation d'une souveraineté nationale légitime? L'expression de Guillaume Tell qui se trompe de cible, c'était le titre de mon communiqué. J'en assume la paternité. Je pense que ce vote a été exprimé dans la crainte et dans la propagande qui a été menée pendant des semaines et des semaines dans une période de crise par rapport à un pays qui se sent plus en fragilité aujourd'hui par rapport au contexte dans lequel il est. Et on constate aussi d'ailleurs une certaine division entre les électeurs. Ceux qui sont dans les régions frontalières se sont exprimés contre la proposition de limiter cette immigration de masse par des quotas, tandis que ceux qui étaient plus à l'intérieur du pays et alémaniques se sont exprimés en faveur. C'est un coup de tonnerre et je crois que c'est grave. Parce qu'il y a une clause dans les accords avec l'Union européenne qui fait que tout accord bilatéral avec la Suisse est lié aux autres. Donc nous qui venons de délibérer sur des programmes comme le programme recherche, comme l'accès de la Suisse au programme d'innovation, nous avons un professeur de Lausanne qui doit piloter la recherche sur le cerveau qui réunit plusieurs laboratoires, cela les suspend. Nous avons également une autre conséquence qui est la suspension des discussions avec la Croatie. Pour l'Alsace, ce sont 60 000 personnes frontalières qui sont concernées et qui apportent, comme cela a été dit dans le sujet, évidemment de la richesse à ce pays. Et ça comporte aussi parfois d'ailleurs des inconvénients pour nous, dans la mesure où dans certains métiers, l'attractivité des salaires nous fait manquer de personnel. Je pense aux infirmières par exemple, ou à certains métiers où les gens préfèrent aller travailler en Suisse. Un coup de tonnerre pour Catherine Trottmann. Je suppose que vous n'êtes pas d'accord, Bruno Gollnisch. Non, je crois d'abord, si vous me le permettez, que si propagande il y a, et on le voit, excusez-moi, Monsieur Tazir, un peu avec votre reportage, et s'est exercé de façon absolument unilatérale à l'encontre de cette décision majoritaire du peuple suisse prise sur initiative populaire et qui témoigne d'un remarquable sens de la démocratie, car enfin, majoritaire très peu, 50,1%. Certes, mais le gouvernement, les partis majoritaires au Parlement suisse ont donné leur analyse au peuple. Le peuple s'est prononcé après un débat de façon tout à fait libre. Et ça n'est pas du tout la catastrophe que décrit Mme Trottmann, à moins évidemment qu'on ait décidé d'ostraciser les Suisses. En effet, ce que je trouve curieux d'ailleurs dans les réactions médiatiques, c'est qu'on ne donne la parole, comme votre reportage, qu'aux gens qui sont défavorables. D'habitude, quand il y a une compétition politique
politique et qu'il y a un vainqueur, quand même les micros ou les caméras se tendent un petit peu vers celui qui a gagné en lui demandant pourquoi il a fait cela. Le sujet était anglais, comme on dit dans la profession. On devait suivre un travailleur frontalier. Alors, de quoi s'agit-il ? Ils sont plutôt dépités. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement d'un article que j'ai ici de la Constitution suisse. Un nouvel article qui est inséré dans la Constitution suisse et qui dit que les Suisses, en quelque sorte, renationalisent leur politique d'immigration. La Suisse est un pays où il y a 8 millions d'habitants. 1 900 000 étrangers, c'est donc considérable, 25% de la population. Les Suisses avaient envisagé et conclu un accord de libre circulation des personnes avec l'Union européenne et ils s'aperçoivent que depuis cet accord, le bilan des étrangers qui restent sur leur territoire est 10 fois supérieur à ce qu'ils attendaient. Alors, ils donnent la possibilité aux instances nationales, en excluant tout accord international, de prendre les décisions qui s'imposent, qui seront du domaine de la loi. La personne que vous nous avez montrée, à mon avis, n'a absolument aucun souci à se faire. Les contingents seront fixés annuellement, ils ne le sont pas encore, et ils le sont simplement en fonction des intérêts économiques de la Suisse. Juste une dernière chose, si vous le permettez, j'ai vu que la personne en question me dit « je vais travailler en Suisse, parce qu'en Suisse, les salaires sont 2 fois plus élevés qu'en France ». Mais je pense que si en France, il y avait moins de dumping social, dû à une concurrence effrénée qui est faite nécessairement par des travailleurs étrangers prêts à travailler pour moins cher qu'il ne le faudrait, eh bien, les salaires seraient peut-être un peu plus élevés. Vous avez vos chiffres, Bruno Gollnisch, j'ai les miens aussi, je vais les donner à notre téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants, 80 000 nouveaux arrivants chaque année. C'est ça. Les étrangers 1 900 000 étrangers. Les étrangers les plus nombreux, en Suisse, ce sont les Italiens, 291 000, les Allemands, 284 000, puis les Portugais, les Français, 104 000. C'est 40% des nouvelles entreprises en Suisse sont créées par des étrangers. Ces entreprises qui ont créé plus de 30 000 emplois en 2013. C'était trop tout ça, Bruno Gollnisch ? Non, mais écoutez, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir est-ce que le peuple suisse a le droit de conserver, de maintenir son identité. Serait-ce à l'égard de gens extrêmement sympathiques comme les Français, que je défends par ailleurs. Moi, je défends les intérêts des Français, mais je le fais... Parce que là, vous n'êtes pas en contradiction. Non, parce que je le fais en fonction de principes universels. Défendant les intérêts nationaux des Français, je comprends très bien que les Suisses défendent leurs propres intérêts. Voilà, c'est aussi simple que cela. Catherine Trottmann. Oui, moi, je défends les intérêts des Français. Et je défends les intérêts des Français qui sont des travailleurs frontaliers, comme je défends qu'on ne peut pas passer un accord de libre-échange sans la circulation des personnes. On voit très bien que lorsque l'accord de libre-échange a été signé avec la Suisse et que la votation à l'époque a été largement positive, bien plus positive que la dernière votation limitant l'immigration, on a eu une envolée de l'économie suisse. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire « je prends une partie, je laisse le reste ». Je vais choisir entre les uns et je vais laisser les autres dehors. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Suisse s'arrogerait le droit de faire une différence entre les citoyens européens qui ont adhéré aux mêmes lois, aux mêmes droits et aux mêmes possibilités de développement. Je suis pour un SMIC européen, mais je pense que c'est une façon de lutter contre le dumping. Mais je suis pour le respect. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Mais vous nous dites, madame, précisément, que la situation antérieure était très bénéfique pour la Suisse. Je suppose que si elle est bénéfique pour la Suisse, elle l'est un peu moins pour nous. Alors, vous expliquez aux Suisses que... Elle l'est aussi pour nous. Vous voulez absolument faire aux Suisses un cadeau dont ils ne veulent pas ou dont ils ne veulent plus. Justement, le ministre vous le faites, excusez-moi, vous le faites, madame Trottmann, quand même en les menaçant. Parce que, et c'est ça que je trouve assez dérisoire, vous dites, on ne peut pas avoir des accords économiques sans la libre circulation des personnes. Et pourquoi ? C'est parce que vous l'avez décidé. Qu'est-ce qui se passait antérieurement ? C'est parce que ce sont les bases du marché unique et des traités de l'Union européenne que vous contestez. Vous voulez sortir de l'euro, vous voulez en fait sortir la France de son environnement européen. Moi, je pense que le cas suisse montre la limite de votre politique et de vos propositions. Parce que finalement, qui défend les intérêts des Français ? Moi, ici, monsieur Gollnisch. Parce que les frontaliers, c'est moi qui les défends, pas vous. En défendant les quotas, vous êtes contre le travail des frontaliers.
transfrontalier. Madame Trottmann, vous êtes responsable d'une politique, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je suis responsable politiquement de ce que je dis et je l'assume ici. J'ai fait un devis chez moi pour refaire les joints des pierres de ma grange. Eh bien, parmi les maçons que j'ai contactés, il y en a un qui m'a dit, Monsieur Gollnisch, quel que soit le prix, le devis que vous font mes concurrents, moi je vous fais 30% moins cher parce que je fais travailler des Polonais et je fais travailler des Polonais au tarif de la sécurité polonaise. Alors ne dites pas, je vous en prie, que vous défendez les Français. Nous défendons tous les Français. Il faut défendre les Français au niveau européen. Le problème, c'est de savoir s'il y a une libre détermination des peuples. Et quand même, je voudrais juste poser à Mme Trottmann une question. Oui, mais comment faisait-on avant? Comment faisait-on avant la signature de ce traité de libre circulation des personnes? Est-ce qu'il n'y avait pas du commerce avec la Suisse? Il n'y avait pas le même niveau de commerce. Et lorsque les Suisses ont eu une votation pour approuver les accords bilatéraux à 62% et que là, à un peu plus de 50%, ils refusent l'une des composantes essentielles de l'accord qui a été soutenu par les Suisses eux-mêmes, je dis, parfois, il y a des votations qui démontrent que l'on peut se tromper aussi, même en démocratie. Oui, et dans j'ai tous les écouté sens. la parole des autorités suisses qui sont dans une grande difficulté aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas être un obstacle à l'évolution européenne, et donc ils avancent vers des... C'est quoi? C'est les représailles? C'est on bloque Erasmus comme ça a été décidé? C'est un programme de recherche? Non, ce ne sont pas des représailles. Attention, ce sont des représailles. Non, pas du tout, pas du tout. La Suisse et les autorités suisses savaient pertinemment que toutes les clauses liées à l'ensemble des accords bilatéraux étaient liées. Que lorsque la Suisse voulait disposer du marché unique et d'une entrée absolument ouverte et libéralisée, elle avait des obligations, notamment celle de reconnaître cette libre circulation des personnes et l'adhésion à Schengen. Vous n'allez pas me dire qu'il est conforme aux intérêts de l'Europe, par exemple, que l'on supprime le traité avec la Suisse sur l'assurance décès, sur la non-double imposition. Je vais vous donner un exemple des représailles, car ce sont des représailles dont il s'agit, bien sûr. Ce sont des accords liés. On veut faire peur aux Suisses et à tous les et à travers la Suisse, et c'est pour ça que vous disiez que c'était très grave, à travers ça vous ennuie parce que vous êtes félicité de ce résultat. À travers la Suisse, à tous les peuples qui veulent reconquérir leur indépendance. Ça va être la fin de cette émission. Est-ce que c'est pas prémonitoire avec... Donnez juste un exemple. Le traité sur l'électricité. Le traité sur l'électricité, on menace, il y a un traité sur l'électricité, on menace de le suspendre avec la Suisse. Les premiers ennuyés, ce sont les Allemands qui ont suspendu leur programme nucléaire et qui comptent bien acheter l'électricité de la Suisse. Je pense qu'on a 3 ans pour démontrer que c'est un choix qui est pénalisant d'abord pour les Suisses eux-mêmes, pour l'économie suisse et pour l'évolution de ce pays. Je pense que la Suisse a sa place dans l'Europe, mais que cette place emporte des droits et des responsabilités qui sont les mêmes pour les Européens et pour les Suisses. C'est ça l'Europe. Et en sortir, ça emporte des conséquences négatives et c'est une bonne démonstration avant les élections européennes parce qu'on voit que le parti de M. Gollnisch amène vers une impasse et vers précisément une situation économiquement difficile vers la maîtrise de notre territoire, dont les Suisses, grâce au référendum contre leur classe politique, ont donné un magnifique exemple. Merci. On ne vous mettra pas d'accord en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre. On en reparlera bien évidemment dans les jours qui viennent. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi à cette même place, dans ce nouveau studio. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.